Bonjour à tous. Alors, on va pas interagir beaucoup, donc je pars du principe que tout le monde m'entend, m'écoute et que vous me faites tous un petit coucou en retour. Donc, bienvenue sur ce webinaire organisé par la T2E Grand Ouest. Vous avez la thématique, hein, on va tout savoir ce matin ou presque. On va être un petit peu modeste parce que je pense que le sujet est suffisamment vaste pour que ça soit compliqué d'être totalement au point en 2 heures sur la CSRD. Et sachant qu'on va faire un focus évidemment sur un sujet qui est plus en prise avec nos problématiques au sein de la T2E autour de l'énergie, qui est la décarbonation. Donc c'est vraiment cet angle-là qu'on va prendre. Même si vous le verrez, il y a plusieurs séquences et notamment une première séquence importante partagée entre l'ADEME et au deuxième conseil pour vraiment replanter le décor de cette CSRD et de ses enjeux, on va dire, en lien avec la décarbonation. On passera en revue un certain nombre de retours d'expérience également, puisque ça permet un petit peu de concrétiser ce sujet-là à travers ces fameuses démarches, y compris de la part d'un groupe qui est le groupe Pigeon, qui veut bien partager avec nous la façon dont ils abordent l'intégration de cette démarche-là dans leur propre stratégie et de la façon dont ça se décline. Un volet important également, voire essentiel aujourd'hui, qui est en lien avec le financement, la partie bancaire, qui va être dorénavant extrêmement impacté et qui impactera nécessairement toutes nos entreprises à travers le financement de leurs investissements en particulier, quoi. Donc voilà, donc c'est chaque intervenant a évidemment une partie définie qui le concerne. On laisse un champ pour des questions-réponses à l'issue de chaque intervention de manière à sélectionner certaines. Alors, ne soyez pas frustrés si on ne reprend pas exactement votre question ou si on ne les reprend pas tous. On va sélectionner les principales, soit parce qu'elles sont représentatives et évidemment par leur pertinence, et on va à ce moment-là répercuter ces questions vers les intervenants. Et s'il nous reste du temps tout en fin de présentation de la matinée à 11 heures, avant 11 heures on va dire, eh bien on reviendra peut-être sur certains points aux questions éventuellement complémentaires si vous le souhaitez et si c'est nécessaire. Donc voilà, donc la CSRD, hein, je pense que vous avez déjà une petite idée de ce sujet-là. C'est une directive européenne, donc on va dire qu'elle s'impose à tous, hein, même s'il y a toujours une déclinaison dans le droit français, évidemment, qui à la fois peut prendre un certain délai ou une certaine forme, mais voilà, c'est quand même un texte de loi qui est supérieur au droit français, donc on n'y échappe pas et il est applicable depuis le 1er janvier 2024, donc on est dedans. On verra un peu ce détail de tous ces éléments-là, mais on est vraiment sur un sujet qui va nous impacter fort, puisque au-delà de nos obligations en tant qu'entreprise d'indicateurs et de suivi d'une comptabilité financière classique, on va devoir comptabiliser tout un tas d'impacts, notamment environnementaux, hein, et donc on va les aborder. Donc on rentre dans quelque chose qui, je dirais, jouera en profondeur dans le fonctionnement d'entreprise, pas simplement classiquement avec nos interlocuteurs au sein de la T2E qui sont les responsables techniques, mais également avec évidemment les responsables financiers. Donc s'il y en a dans la salle, bonjour à tous et bienvenue à la T2E. J'en profite donc pour faire une petite présentation rapide, très rapide pour ceux qui ne connaîtraient pas encore cette association nationale qui a maintenant une quarantaine d'années, qui a été créée au moment des chocs pétroliers, plus dans une optique d'indépendance énergétique, alors qui revient d'actualité, mais qui très rapidement a évolué avec cette notion d'association technique énergie-environnement sur un travail au sein des 2400 adhérents en France, de nombreux groupes industriels, personnes morales, et 11 délégations régionales, des actions évidemment de partage, d'échange, qui est vraiment l'esprit de ce webinaire ce matin, pour faire progresser deux grandes thématiques que sont d'une part l'efficacité énergétique avec un certain nombre de clubs que vous voyez ici sur des thèmes que vous connaissez sans doute, les certificats d'économie d'énergie, l'animation d'une grosse communauté de référents énergie partout en France, la cogénération, des programmes nationaux qui financent
un certain nombre d'actions pour RFI sur la formation des référents énergie, pour SMEN sur l'ISO 50001, et puis d'autres aspects, notamment en lien avec le bâtiment. Et puis tout le volet énergie renouvelable, biogaz, stockage d'énergie, power to gas, pyrogasification. Et je dirais une colonne vertébrale un petit peu transverse de tout ça, qui est aujourd'hui évidemment la décarbonation au sens large. Et enfin, notre fameuse revue Énergie Plus, qui va d'ailleurs évoluer, notre président nous l'a indiqué il n'y a pas longtemps, prochainement, mais qui va encore se renforcer dans sa capacité à nous transmettre évidemment toutes les informations clés et reportages sur toutes nos thématiques. Donc, je ne prends pas plus de temps pour cette introduction. On va en profiter tout de suite pour, je dirais, aborder le premier sujet d'introduction, donc présenté par Stéphane Lecointe de l'ADEME et Olivier Messager, qui est donc Stéphane Lecointe est basé à ADEME Bretagne, voilà, et en charge de tous les sujets, notamment de décarbonation pour l'industrie, et Olivier Messager, qui est le fondateur du cabinet au deuxième conseil, mais ils vont se présenter l'un et l'autre. Donc, je passe la main. Bonne séance et à tout à l'heure. Bonjour. Bonjour. Alors, je cherche, excusez-moi. Là, tout le monde voit mon écran? C'est parfait. C'est bon. Bonjour, donc je vais démarrer. Donc Olivier Messager, enchanté, fondateur d'O2M. Stéphane, je te laisse. Et Stéphane Lecointe, donc comme le disait Olivier Barrault, chargé de mission décarbonation de l'industrie pour l'ADEME, effectivement en Bretagne, mais également dans les Pays de la Loire. Et plus globalement, comment dire, appartenant à un service de l'ADEME spécifiquement dédié à la décarbonation de l'industrie et donc service national. Donc pour me présenter, je vais présenter rapidement la structure. Donc moi j'ai créé il y a une quinzaine d'années à Rennes. Donc on est un cabinet qui indépendant dont la raison d'être est de travailler sur les territoires et notamment avec une vigilance sur nos sujets, sur tout ce qui est autour de la souveraineté des données. Aujourd'hui, on a une cinquantaine de collaborateurs basés surtout et implantés dans le Grand Ouest et avec une première activité à l'international avec une équipe de 4 personnes en Tunisie. On a avec l'expérience, donc nos clients principaux sont industriels qui vont de très grandes structures jusqu'à remonter en fait les chaînes de valeur, qu'elles soient soit agricoles, soit en termes d'industrie extractive, puisque nos sujets doivent être approchés sur l'ensemble des chaînes de valeur et des filières. Dans ce cadre-là, on a évolué dans une organisation, on va avoir une partie conseil avec impact, toute une partie lab avec de l'innovation. Là, on va fabriquer en fait des méthodologies où on va y contribuer et on va aussi fabriquer des facteurs d'émission sur la partie climat. On sécurise nos clients sur tout ce qui est communication, puisque de nos jours, sur les publications autour du greenwashing, il y a des aspects juridiques qu'on ne doit pas éluder. Et puis des véhicules de formation, puisqu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, on a un foisonnement scientifique, méthodologique sur nos sujets qui s'accélèrent depuis plusieurs années. Et pour terminer, on a développé des outils logiciels spécifiques sur ces sujets. Voilà. Donc, le réchauffement climatique, entre autres, et toute l'évolution de ce qu'on connaît vont très vite. Donc, nous, on forme, on met à dispo des outils pour aller plus vite, on se déplace parce que les sujets sont complexes. Et puis, on forme des responsables climat, des contrôleurs de gestion en RSE, des nouveaux comptas extra-financiers. Ce sont des sujets qui sont en train de s'accélérer fortement. L'objectif de ces 20 minutes, c'est pas d'aller dans le détail, mais on s'aperçoit qu'il y a énormément de référentiels. Tout le monde est un petit peu perdu. Qui sont ici. Je vais tenter d'en décrypter quelques-uns avec Stéphane. Donc, on va se focaliser sur les outils qui permettent de bien compter. Après, les outils qui permettent aussi en fait de définir des trajectoires. Et pour terminer aussi, il y a une approche aussi produit qui arrive. Donc, on va essayer de vous balayer avec Stéphane. On regarde la CSRD, qui est un outil qui
une démarche qui rassemble, qui professionnalise notre secteur d'activité comme cabinet, on va dire, de conseil autour du climat, de la RSE, de la CSRD, pour vous permettre de voir un peu comment en fait les compiler, lesquels prendre, et essayer de vous donner quelques idées d'orientation et quelques méthodologies pour y tendre. Stéphane, je te laisse prendre la main. Oui, merci. Donc oui, pour commencer, tout simplement revenir sur ce qu'est la CSRD, donc la Corporate Sustainability Reporting Directive, ou en français de l'Ouest ou d'ailleurs, directive européenne sur la publication d'informations en matière de durabilité. Globalement, la CSRD, elle vient modifier plusieurs textes préexistants, textes européens évidemment, directive comptable, directive sur la transparence, la directive audit et le règlement audit. C'est également une modification principale qui intervient sur une autre directive qui existait auparavant depuis 2014, la NFRD. Voilà, et globalement, les modifications, on va dire notables et principales, c'est clairement un élargissement fort du champ d'application, notamment en termes de sociétés qui seront dorénavant ou très bientôt soumises à cette nouvelle directive. L'idée étant effectivement de passer d'environ 12 000 entreprises qui étaient soumises à la NFRD à plus de 50 000 en ce qui concerne la CSRD. Un renforcement et une standardisation des obligations de reporting avec voilà, un appui sur des normes extrêmement précises qui vont permettre de fiabiliser également la production des données en question. Ensuite, Olivier, ouais, si tu peux. Merci beaucoup. Donc, en termes de formalisme, l'idée, la CSRD implique que tout ce reporting de durabilité sera publié dans une section dédiée du rapport de gestion. Ce n'est pas un document tiers, annexe, un rapport publié par ailleurs. C'est voilà, un chapitre spécifique. Toujours dans le formalisme, un format digital imposé. Bon, là, on est sur un détail qui n'en est pas un, mais voilà, je passe dessus d'autant plus rapidement. Et enfin, il sera obligatoire de faire vérifier les informations par un commissaire aux comptes ou par un organisme tiers indépendant, avec voilà, une gradation dans le temps sur le niveau d'exigence quant à cette vérification obligatoire. Cette directive européenne donc, est d'ores et déjà transcrite en droit français. Sauf erreur de ma part, la France est le premier État membre à avoir transcrit ce texte en droit national. Les conditions d'application, puisque voilà, maintenant qu'on voit à peu près de quoi ça parle, voilà qui ça vise et avec quel calendrier d'obligation. Donc, dans un premier temps, et ce depuis le 1er janvier dernier, les grandes entreprises européennes ou non européennes qui étaient déjà soumises à la NFRD et qui donc voilà, doivent s'y mettre dès maintenant pour une première publication de leur reporting en 2025. Étape suivante, pardon, les autres grandes entreprises, donc avec de moins de 250 salariés et ou plus de 40 millions de chiffres d'affaires et ou plus de 20 millions de total de bilan. Il faut 2 sur ces 3 critères, pardon. Donc là, une obligation à partir du 1er janvier 2025 pour un premier reporting en 2026. Les PME cotées sur le marché européen 2026 et premier reporting 2027. Et enfin, toutes les autres grandes entreprises non européennes, mais ayant des activités en Europe, notamment du chiffre d'affaires et ou une filiale ou succursale dans l'Union européenne, où là, on est sur une obligation un tout petit peu plus lointaine, 2028, pour une publication 2029. Cela étant dit, même si vous ne vous sentez pas visé par ce tableau, ayez bien en tête, et c'est bien tout l'enjeu de la présentation d'aujourd'hui, que si vous avez des donneurs d'ordre, des clients qui répondent, eux, à ces différents critères, selon le calendrier fixé, ces clients, ces donneurs d'ordre, ne vont pas manquer de se rapprocher de vous dans les prochains mois, prochaines semaines, si ce n'est déjà fait, pour vous demander des comptes sur ce que vous leur fournissez, puisqu'ils vont être, eux, en devoir
de bien renseigner notamment tous leurs intrants, toute leur consommation, toutes leurs émissions indirectes notamment. Et donc clairement, la CSRD s'impose du coup à toute entreprise, qu'elle soit soumise directement ou peut-être pour le plus grand nombre, indirectement. Donc, pour avancer maintenant sur les aspects plus méthodologiques, les différents outils et ainsi de suite, je redonne la main à Olivier. Merci Stéphane. Donc là, on a vu le quoi, le quand. On va passer au comment. Donc j'en suis profondément désolé, mais voici les sujets qu'il va falloir travailler. Donc dans le cas de la CSRD, là c'est un focus purement, on va dire, environnemental. Les sujets socio-économiques, de manière générale, sont plutôt maîtrisés pour des raisons historiques, parce qu'on a le bilan social, puisqu'on a déjà un certain nombre de démarches en termes de RSE. En sachant que sur la partie environnementale, nous, on s'aperçoit qu'il y a plutôt une lacune d'indicateurs, de production, de protocoles pour bien présenter les choses. Donc, on fait un focus sur ces parties-là. Donc, il y a plusieurs, en fait, ESRS qui sont liés à la partie environnementale, en sachant que le premier, qui est le reporting climat, va impacter quasiment l'ensemble des entreprises soumises à la CSRD, alors que les autres, on n'est pas sûr de les voir à chaque fois. Deuxième point sur ce tableau qui est très complexe, c'est la déclinaison en fait des différentes méthodologies qui sont en cours, en sachant que celles qui sont en vert sont déjà finalisées, celles qui sont en rouge sont celles qui sont en train de finalisation méthodologique. Donc, prenons le cas sur la partie reporting climat. Hein. Donc, on va avoir toute la partie mesure, donc le GAG protocole dont je vais évoquer un certain nombre de points tout de suite, est déjà validé et utilisé. Sur la partie engagement, ce sont les trajectoires. Donc, SBTI qui est connu, on en parlera un petit peu tout à l'heure avec Stéphane, et puis l'évaluation par les tiers. Et à droite, quelques exemples d'indicateurs. Il y a une forte activité méthodologique à tous les niveaux, que ce soit sur les pollutions, les ressources marines et aquatiques. C'est d'avoir bien en tête que ces éléments sont en débat au niveau national et européen pour les finaliser. Donc, nous n'aurons pas le temps d'aller dans le détail de tous ces éléments-là, mais on fera quelques focus pour que vous les ayez en tête. C'est vraiment important puisque ça va nécessiter de la veille, ça va nécessiter en fait une organisation et ce sera une partie de la conclusion de notre présentation avec Stéphane. Donc, dans les référentiels, vous a proposé un rapide arbre de décision. Donc, ce qu'il faut bien séparer, ce sont les approches organisationnelles qui vont être liées à la CSRD. Donc, sur mon organisation, mon groupe, mes entités, donc je souhaite réaliser une évaluation reconnue. Donc, pour les différents référentiels, donc le CDP, GRI, il y a beaucoup d'acronymes. Donc, on peut utiliser GAG protocole. Et puis, je souhaite reporter, déclarer et valider mes scénarios. Il y a une norme internationale qui est la 14064. Et il y a un certain nombre de complémentarités. Après, il faut bien différencier les approches produits, puisque on va avoir des besoins en fait de publication. Donc dans le bâtiment, on peut avoir ça des FDES. Il y a l'affichage environnemental qui est un petit peu décalé en ce moment au niveau européen. Donc avec 30 méthodologies sectorielles pour l'affichage environnemental des produits que vous allez distribuer. Et puis on va avoir aussi des méthodologies pour pouvoir les publier. Ce qui est important, c'est que pour vous, entreprises, et une partie des entreprises qui sont innovantes, les approches organisationnelles utilisent des bases de données générales qui ne permettent pas de voir en fait les aspérités de vos innovations, de vos trajectoires. Donc, avoir une approche produit qui va permettre de compléter en fait vos déclarations un peu plus précises vous permet en fait de prouver, d'aller un peu plus loin dans votre reporting et dans la baisse des émissions, chose que si vous utilisez des bases de données générales, vous n'aurez pas en fait toutes les aspérités pour tendre vers du moins plus de précision et prouver en fait l'ensemble de vos actions de réduction. Donc réfléchir sur les deux avec des méthodologies qui sont différentes et qui doivent en fait se rapprocher est quelque chose que vous devez avoir en tête. Et puis je terminerai en fait ma présentation sur le MACF avec un petit focus qui est le mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières puisque l'Europe maintenant met en place une taxe carbone d'une partie des produits importés.
Donc, petit focus sur le GHG protocole. Donc, le GHG protocole, il est reconnu au niveau international. Vous voyez, ça date de 1998. Il y a 90% des entreprises, les plus grosses entreprises mondiales qui l'utilisent. Donc, si vous avez des grands donneurs d'ordre, des grands comptes, vous pourrez amener en fait à alimenter en fait leur GHG protocole. Donc, celui-ci, il est quasiment identique au bilan carbone. Je vous présenterai un petit peu les différences. Ce qui est un peu différent, c'est que en fait, on va pas, c'est-à-dire c'est les 15 sorties qui sont à droite sur scope 3 qui vont pas être exprimées de la même façon qu'un bilan carbone. Mais normalement, le résultat doit être sensiblement identique. Donc, ça peut être perturbant pour une partie des organisations qui, d'un côté, doivent répondre en France au bilan carbone et d'un autre côté, pour des clients étrangers, utiliser le GHG protocole. Donc, maîtriser les deux sujets et leur méthodologie nous semble important. Donc, pourquoi le GHG protocole? Puisqu'il est utilisé dans le monde de la finance, que ce soit dans les publications avec le CDP, que ce soit dans tout ce qui va être trajectoire, et puis dans certaines normes. Et comment il évolue? C'est que le GHG protocole, c'est plusieurs référentiels sectoriels qu'il faut aller fouiller. C'est assez fastidieux, puisqu'on va utiliser, en fonction des secteurs, des facteurs d'émission qui peuvent être un petit peu différents, et on a en fait plusieurs référentiels qui sortent au fur et à mesure. Donc, voilà la partie du GHG protocole. Donc, si on commence à faire la différence, donc déjà, il faut savoir que dans le bilan carbone, ceux qui l'utilisent, il y a un onglet qui permet en fait d'avoir une extraction de GHG protocole, puisque le bilan carbone est un outil logiciel fait par l'ADEME qui intègre à l'intérieur les différents standards. Donc, à partir de la même donnée, on peut avoir différentes expressions. Si on reprend aussi les grandes différences, il y a plus de latitude méthodologique dans le GHG protocole, avec certaines exclusions d'activités qui sont possibles. Ce qui rend en fait les choses compliquées quand on veut se comparer d'une structure par rapport à une autre. Donc, il faut avoir ça en tête. Autre point, quand on va voir les étapes méthodologiques, quand on s'engage sur les différentes parties, donc de toute façon, vous aurez les présentations. Le bilan carbone impose en fait toute une partie de sensibilisation des équipes par rapport à ce que c'est que le changement climatique, chose que n'impose pas le GHG protocole. Et puis, le GHG protocole donne un objectif de réduction, alors que le bilan carbone demande aussi la mise en action de cette stratégie. Ce sont les grandes différences majeures d'un point de vue de l'idée et de la philosophie. D'un point de vue technique, on peut aussi avoir des choses qui peuvent surprendre, et nous, on fait beaucoup de pédagogie auprès de nos clients par rapport à ça, puisqu'on ne va pas utiliser systématiquement les mêmes bases de données de facteurs d'émission, ce qui induit en fait de bien l'écrire dans le protocole en cas d'une revue de CSRD. Autre point, c'est que le GHG protocole en fait intègre en fait, comptabilise les immobilisations l'année de leur production, alors que le bilan carbone les liste sur leur durée de vie. Pour faire simple, vous créez une nouvelle usine, sur une année, vous allez avoir une explosion de votre impact carbone si vous utilisez le GHG protocole, alors que vous allez la lisser dans le bilan carbone. Donc, c'est important en fait de connaître ces évolutions-là, puisque si vous vous comparez d'une année par rapport à une autre ou par rapport à un confrère, bien comprendre comment ça a été comptabilisé, c'est important. Enfin, on va avoir une acceptation en fait dans le GHG protocole d'utiliser de location based, alors que l'ADEME en fait, du moins, et du market based, alors que l'ADEME n'utilise uniquement en fait pour l'instant que la location based sur les mix énergétiques. Je te laisse compléter, Stéphane. Oui, alors oui, effectivement, oui, où j'enchaîne et puis on répondra peut-être aux questions parce que le temps passe vite, mine de rien. Donc, oui, j'enchaîne donc sur la méthode ACT, ACT, qui est un outil international et sur lequel l'ADEME a énormément travaillé ces dernières années pour entre guillemets, le promouvoir, le renforcer, hein, le maturer et le promouvoir fortement en France. Alors, c'est une méthode qui permet globalement de construire une trajectoire bas carbone, mais comment dire, pas que sur des aspects chiffres, indicateurs et trajectoire d'investissement, mais qui vient aussi vous aider à structurer votre organisation en interne
pour bien garantir que cette trajectoire d'une, elle est fiable, robuste et atteignable et comment dire, raisonnable mais ambitieuse, mais que vous êtes structuré en tant qu'entreprise pour effectivement vous donner les meilleures chances de respecter cette trajectoire. Ce n'est pas juste un plan d'action un petit peu hors sol par rapport à votre organisation. Ça vous structure en tant qu'organisation. Ayez bien en tête que l'ADEME, du coup, à ce titre-là, est susceptible via le programme Pacte Industrie, donc via les certificats d'économie d'énergie, et Pacte Industrie est un gros programme ADEME et AT2E, et donc susceptible de financer à la fois la partie acte pas à pas, donc c'est vraiment la mise en œuvre de cette méthode dans votre entreprise. Et une fois que tout ça est mis en place, acte et évaluation, qui est justement ce coup de tampon tiers, cette vérification que votre trajectoire, votre organisation vous permet effectivement d'atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé, les objectifs que vous vous êtes fixés de façon fiable et pour pouvoir derrière en rendre compte, et notamment en rendre compte au regard de la CSRD. Alors, il n'y a pas encore de passerelle évidente, c'est-à-dire que si vous faites du acte pas à pas et ou de l'acte évaluation, ça répond globalement ligne par ligne absolument parfaitement aux demandes, aux exigences de la CSRD, mais pour autant, clairement, faire un acte pas à pas, ça vous arme très sérieusement pour être robuste par rapport aux exigences de la CSRD ou de vos clients soumis à la CSRD, encore une fois. Ça vous donne vraiment un cadre qui répond, je ne vais pas donner de taux, mais lourdement aux exigences de la CSRD. Voilà, bon. Donc juste pour compléter, donc on a un autre outil qui est plus connu. Je prends le cas de Carrefour qui a demandé à ce que d'ici 2026, leurs 100 premiers fournisseurs aient publié leur trajectoire SBT. C'est une approche américaine. Sinon, ils ne seront plus référencés. Donc, certains d'entre vous ont peut-être soit déjà engagé ou ont des demandes sur SBT. Donc, SBT et ACT, nous, on a déjà fait les ponts, c'est 4-5 jours à partir d'un acte pour le transformer en SBT, s'il y a besoin des deux. Donc, SBT, c'est une fixation d'objectifs qui est de définir une trajectoire. Donc, c'est une approche plus stratégique. Alors que ACT va permettre d'aller chercher un peu plus de congruence, c'est-à-dire vérifier si entre la trajectoire qui est affichée et qui a été publiée, tous les moyens ont été mis en œuvre en fait pour l'atteindre, ce que vient de dire Stéphane. Donc c'est plus précis et c'est un peu plus exigeant en termes de démarche. Et ce qui permet de répondre en fait aux différents référentiels que vous voyez sur votre gauche. Donc elles sont complémentaires mais avec des objectifs distincts. Juste, puisque le temps passe, donc on a vu la partie, les deux grands référentiels connus pour compter, les différents pour pouvoir avoir les premières trajectoires. Je vais faire un focus sur quelque chose sur lequel nous sommes sollicités de plus en plus en ce moment. C'est l'arrivée en fait du MACF. Donc le MACF, c'est que l'Europe, en plus de ce qu'on vient d'évoquer, a mis un premier mécanisme d'ajustement du carbone aux frontières, c'est-à-dire que des produits ou des aciers, de l'aluminium, des engrais, du ciment, de l'électricité, de l'hydrogène qui va être importé hors d'Europe à l'intérieur européen se verra en fait avec une taxation carbone pour mettre en avant tous les efforts qui sont faits en Europe. Donc on commence à voir les premières contreparties. Donc il y a deux phases, il y a une phase de transition qui est en cours depuis 2023. Donc, c'est tout importateur est amené à déclarer des informations concernant les produits MACF importés des pays tiers. Donc, peut-être dans le monde du BTP, vous importez des aciers qui ne sont pas européens, donc il faudra en fait commencer à les déclarer. Voilà. Et à partir de janvier 2026, donc il y aura besoin d'acheter, de céder des certificats MACF. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir si on rentre un peu plus dans le détail, les quantités totales, donc dans la phase de transition, les quantités totales de biens importés pendant le trimestre précédent. Donc, c'est au trimestre qu'il faut faire les publications.
les quantités d'émissions intrinsèques totales des biens importés, et puis le prix carbone payé dans les pays d'origine des émissions. Et puis au niveau annuel, la quantité des biens importés pendant l'année précédente. Donc vous aurez la présentation, vu le temps, je ne vais pas aller dans le détail. Ce qui est important, c'est dans la méthodologie, ce que vous devrez en fait commencer à intégrer, c'est tous ces éléments-là, hein, les quantités d'électricité consommées en mégawattheure si elles sont importées, de combustible. Donc les données sont à collecter, il y aura des publications. Donc, et un certain nombre de contrôles qui se mettent en place. C'est un sujet qui peut arriver assez rapidement et qui doit en fait être lié entre vos services achats, votre direction financière, et ces éléments-là aussi peuvent alimenter votre partie en fait reporting CSRD. Donc ça, c'était un dernier point pour avoir une approche produit. Donc, pour terminer, nous, les recommandations pour tout à chacun, ce qui est important, c'est de se poser. Donc déjà, faire le panorama des demandes de vos parties prenantes. Certains clients français vont utiliser une méthodologie par rapport à une autre. Peut-être que d'autres clients internationaux vous en imposent d'autres. C'est des coûts aussi. SBTI vient de comprendre ce qui est en train de se passer, vient d'augmenter ses tarifs entre 15 et 20%. Donc l'association américaine a bien compris. Il faut se mettre en mode projet pour éviter les redondances, puisqu'à partir de la même donnée, de tout ce que vous avez, ça va pouvoir en fait alimenter la CSRD, le MACF, une trajectoire, le bilan carbone. Voilà. Donc, ça évite de refaire le travail. Il faut éviter d'être en réaction. Il faut être très vigilant aux comparaisons par rapport à ce que je vous ai dit, puisque on peut, dans le cas du GHG protocole, éluder certains périmètres. On peut avoir des facteurs d'émission différents. Donc, point de vigilance. Nous, on dit ça avec 15 ans d'expérience. Ces outils historiques étaient des outils d'amélioration continue. On en a fait des outils de reporting. Donc, c'est important d'avoir ça en tête. Il faut préciser vos sources, les facteurs d'émission. Et ça sera important aussi d'écrire tous vos protocoles. On a commencé à former des CAC, des OTI, et eux vont regarder en fait surtout le protocole, c'est-à-dire comment vous avez fabriqué tout ça, comment vous le suivez, plus que l'ensemble des résultats dans un premier temps. Donc, il faut documenter les choix, les périmètres, les bases de données utilisées. Et puis, il faut former vos clients et les personnes qui sollicitent vos données, puisque dans un monde où tout va vite, tout le monde demande beaucoup de choses, mais il faut leur expliquer vos méthodologies, quelles sont vos hypothèses, puisque on demande beaucoup de choses sans savoir vraiment à quoi s'en tenir. Voilà ce qu'on pourrait être dans les temps. Je pense qu'on y est encore et avoir quelques questions. Merci Olivier, merci Stéphane pour votre intervention à l'un et à l'autre. C'est très dense, mais on y voit déjà un petit peu plus clair. Parmi tous les acronymes, hein, quand tu dis CAC, tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un CAC. Commissaire aux comptes, excusez-moi. Voilà. C'est une variante de l'expert comptable, mais voilà, dans les grands groupes, c'est un petit peu une constante et il est là notamment un petit peu pour avoir un effet de contrôle un peu global et extérieur et pas en prise directe avec la réalisation et la mise au point des comptes. Donc, Marc Posnick nous fait l'amitié de noter toutes les questions éventuelles. Alors, j'ai oublié de le mentionner, mais évidemment, vos questions sont à indiquer dans le chat qui est accessible. Donc, Marc, je ne sais pas si tu as déjà quelques questions qui sont ressorties du lot. Ah, on ne t'entend pas, Marc. Il y a déjà, merci Olivier, il y a déjà plusieurs questions dans le chat et vous pouvez continuer à en poser, je dirais, pour ce petit temps d'échange. Alors la première, très simple, c'est on parle, je dirais, de la démarche au niveau Sirène ou Sirette? C'est groupe, on proche sur une approche Sirène. Ah ouais. Sirène. C'est groupe, d'accord. Ok. Très bien. Deuxième question, comment est intégré l'achat des crédits carbone volontaires, donc via le label bas carbone par exemple? Alors aujourd'hui, vous verrez, il y a un SBTI flag qui est pour l'agroforesterie et tout, dans lequel il y a des gros débats aujourd'hui sur l'intégration ou pas des crédits carbone à différents formats. En sachant que le label bas carbone est une initiative purement française, contrairement à d'autres, VCS ou autres. Alors, je suis désolé, il y a beaucoup d'acronymes, mais pour l'instant, c'est pas du tout intégré en fait dans les trajectoires. Donc, à aucun moment, l'achat de label bas carbone ne peut être intégré dans ces sujets-là.
Voilà, de la même façon que sur les sujets d'affichage environnemental sur les approches produits. Très bien. Alors, troisième question autour en fait du bilan carbone ou bilan GES. Est-ce que cela veut dire qu'il va falloir faire son bilan carbone ou bilan GES tous les ans pour renseigner ses émissions dans les reportings? Oui. Réponse simple, réponse claire. Ensuite, quatrième question, vous évoquez différents référentiels donc, au sein du GHG. Alors, comment est adressé le facteur d'émission de la chaleur fatale, des chaufferies CSR et des incinérateurs? Alors, je veux bien qu'on m'envoie la question. Je ne vais pas pouvoir la répondre sur une question aussi spécifique. Donc, envoyez-nous un mail, on vous répondra de manière spécifique sur ce sujet-là. Effectivement, À on moins est que sur Stéphane est capable de répondre. on est sur une question effectivement ultra pointue. Alors, on a oublié de préciser en fait. Alors je ne sais pas effectivement. Pas de souci, mais toutes les questions en fait seront enregistrées et on y répondra, j'irai par la suite, hein, j'irai tout à fait. Alors, quelqu'un qui pose la question, c'est que si la présentation sera mise à disposition, donc on a dit que voilà, on mettrait à disposition en fait l'ensemble en fait des supports. Et puis une autre question, donc pouvez-vous nous faire la synthèse sur la manière dont l'achat de biométhane, donc de sources renouvelables, en remplacement de gaz naturel est comptabilisé selon les référentiels applicables? C'est un facteur clé pour le développement des BPA. Merci. Pour le coup, cette question-là, elle est pas mal en lien avec celle d'avant et sur, encore une fois, les coefficients d'émission considérés et comment on bâtit les indicateurs. Donc, au-delà du fait que, et en toute transparence, moi, je ne sais pas répondre sur comment c'est repris dans la méthodo CSRD. Enfin, je sais, voilà. Mais il y a bien en tête que ces facteurs d'émission ils peuvent varier et ils vont varier également dans le futur, notamment en lien avec une autre directive qui est la directive RED. Alors on en est de mémoire à la RED 2 et il y a une RED 3 qui est en préparation et qui vient justement affecter non pas des facteurs d'émission, mais des contraintes sur le mode de calcul des facteurs d'émission sur différents vecteurs énergétiques, notamment la biomasse, la chaleur de récupération, les CSR, le biogaz. Voilà. Et histoire d'harmoniser les choses, que, par exemple, pour le biométhane, pour rebondir sur la dernière question, quand on est un site soumis au quota carbone, les garanties d'origine peuvent suffire, mais pour décarboner, pardon, considérer que ce gaz naturel est décarboné. Par contre, dans le cadre de la préparation de la directive RED 3, ça ne serait que le biogaz acheté dans le cadre d'un BPA, hein, donc un achat direct auprès d'un producteur de biométhane et non plus un achat au réseau avec des garanties d'origine et donc une sorte de volatilité de la traçabilité du biométhane en question. Bref, c'est des choses qui sont un petit peu en perpétuelle évolution, donc des sujets pas simples et même réponse donc sur la partie chaleur fatale, CSR et incinérateur. Marc, une dernière question peut-être avant d'enchaîner? Oui, une dernière question. Alors, ça arrive. Le bilan carbone doit-il être fait selon le protocole GHG afin de produire le reporting CSRD? Est-ce qu'il y a une obligation de faire du GHG pour le reporting CSRD? Ce que je disais tout à l'heure, c'est que l'avantage du bilan carbone, c'est qu'il a des extractions automatiques avec le GHG, avec les normes ISO 14067. Donc, à partir de l'outil bilan carbone, on peut les faire. Donc, il suffit d'annoncer pour la CSRD quels sont les outils et les facteurs d'émission qui sont utilisés en sachant que les deux sont compatibles. Voilà. Et puis peut-être une dernière question, le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières concerne-t-il tous les clients ou est-ce que c'est simplement ceux qui sont soumis à la CSRD? Tout le monde. Tout le monde. Très bien, merci. Ce sont surtout les importateurs en fonction des différentes catégories de produits importés.
Très bien, bah, merci. On a pour l'instant, je dirais, épuisé notre série de questions. On va pouvoir passer à la séquence suivante. Voilà, si toutefois des questions subsistent, il est fort probable qu'on ait encore un petit peu de temps en toute fin de présentation. Et donc, Olivier Messager et Stéphane Lecointe pourraient réintervenir suivant la thématique choisie. Merci à tous les deux. Comme ça a été indiqué, vous recevrez à l'issue du webinaire un lien à travers un email qui vous donnera accès aux différentes présentations. Alors, peut-être pas dans les 2 heures qui suivent, mais l'équipe nationale va le faire assez rapidement. Alison est à l'écoute à ce niveau-là. Si toutefois il y avait un problème où vous ne receviez rien, adressez-nous un email et on le fera suivre pour vous y ayez accès. Donc on va enchaîner maintenant avec l'intervention de Sophie Germain, qui peut activer sa caméra pour notre plus grand plaisir, et qui représente la société Urbanomy, qui est une filiale du groupe EDF qui s'occupe justement de l'accompagnement d'entreprises dans le cadre de leur démarche de décarbonation et qui pourra nous présenter différents retours d'expérience pour illustrer un petit peu plus concrètement ce qu'on a évoqué juste avant en matière de décarbonation. Sophie, à vous la main. Oui, merci Olivier. Bonjour à tous et merci à Olivier et Stéphane pour cette introduction très complète qui me permet d'aborder d'autres sujets. Et notamment alors, la perspective de partager aujourd'hui, c'est de partager sur les accompagnements également qu'on peut réaliser auprès des clients. Donc, Sophie Germain, moi je représente aujourd'hui Urbanomy, qui est le cabinet conseil du groupe EDF, qui est une filiale 100% EDF en conseil en décarbonation, climat et énergie. Donc, nous intervenons sur 3 volets principaux qui sont la décarbonation et notamment des sujets, un accompagnement sur le reporting CSRD pour nos clients, les stratégies climat et les schémas directeurs énergétiques. Donc, nous abordons l'ensemble des problématiques associées à ces 3 axes. Que ce soit la réalisation de bilan carbone, les trajectoires de décarbonation, l'accompagnement sur la CSRD, comme je le disais, les stratégies d'adaptation climat et également tout ce qui concerne les potentiels de production ENR au niveau de nos clients. Là, j'ai rajouté des petit logo en bas qui vous montre certains des dispositifs dans le cadre desquels on travaille et qui ont été évoqués par Olivier et Stéphane précédemment. Donc, Urbanomy, nous avons un terrain d'action qui est sur nous accompagnons nos clients sur tout le territoire de la métropole. Et nous sommes également des acteurs de proximité puisque nous intervenons au niveau du territoire de la Bretagne via nos antennes EDF sur ce territoire. Donc là, il me semblait intéressant de parler de la façon dont nous accompagnons nos clients sur l'élaboration du reporting CSRD. Donc c'est un accompagnement qu'on réalise en 4 étapes fondamentales, avec une première étape qui est une étape de sensibilisation. Alors vous avez vu avec la présentation d'Olivier et Stéphane qu'on est sur un sujet très complexe et l'étape de sensibilisation et on va dire de formation initiale est très importante pour que l'entreprise et les équipes qui seront impliquées dans toutes les réflexions autour de ce reporting CSRD soient bien au fait de la quantité de travail que ça va pouvoir demander et de la façon dont ce travail pourra être organisé. Donc vraiment une étape fondamentale. Une deuxième étape qui concerne l'analyse en double matérialité, donc on ne l'a pas encore évoqué, mais c'est un socle très important pour démarrer la réflexion autour du reporting CSRD, puisque cette analyse en double matérialité permet de définir le périmètre
de reporting, sachant que, comme on l'a déjà évoqué, toutes les normes de la CSRD ne sont pas forcément à aborder par les entreprises, hein, seulement celles pour lesquelles il y a des enjeux à impact pour l'entreprise. Donc là également, ça nécessite un accompagnement. Hein, cette analyse est faite sur un process très cadré et qui consiste à évaluer quels sont les risques que présente l'entreprise par rapport à son environnement et les risques de l'évolution du climat sur l'entreprise. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça une double matérialité. Hein. Il y a les deux effets de risque qui sont à étudier. Donc, dans le cadre de cette démarche, on évalue tous ces risques hein, qui sont appelés des IRO, IRO, impact, risque et opportunité. On en dresse la liste et on les évalue pour savoir si ces sujets sont des sujets à impact pour l'entreprise ou pas et s'ils nécessitent de produire tous les indicateurs de reporting recommandés par la CSRD associés. Donc ça, c'est la deuxième étape de l'accompagnement. La troisième étape, c'est une étape où on évalue par rapport au périmètre de reporting qu'on a étudié dans l'analyse en double matérialité. Donc, par rapport à ce périmètre de reporting, on évalue tout ce qui existe à l'heure actuelle au niveau de l'entreprise en tant que reporting sur les sujets RSE. Et il y en a forcément également sur les sujets de report des risques. Donc particulièrement sur l'axe social, hein, il y a des choses qui existent déjà. Donc on évalue le besoin de reporting supplémentaire qui sera spécifique à l'entreprise par rapport à ce qui existe déjà et on aide l'entreprise à mettre en place une feuille de route pour justement rédiger ce reporting, à savoir quels vont être les contributeurs, quels indicateurs va-t-il falloir créer, combien de temps ça peut prendre pour créer ces indicateurs et quel type d'effort est-ce qu'il va falloir y mettre. Certains indicateurs sont beaucoup plus techniques que d'autres. On a beaucoup d'indicateurs qualitatifs dans la CSRD, donc c'est un reporting sous format de texte et pour décrire ce qui se passe au sein de l'entreprise, et puis d'autres qui sont quantitatifs également et beaucoup plus techniques et sur lesquels l'entreprise aura peut-être besoin d'aide, d'une aide extérieure et experte pour les aider à les mettre au point. Donc, on évalue tout ça à ce stade-là. Et puis, le dernier stade, bien sûr, c'est l'élaboration du reporting sur chacun des ESRS qui ont été évalués à impact pour l'entreprise. Et donc, nous, bien sûr, nous accompagnons nos clients sur l'ensemble de cette démarche qui, alors pour que vous ayez une notion de combien de temps ça peut prendre tout ça, il ne faut pas sous-estimer le temps pour avoir le livrable final qui est le rapport CSRD lui-même. C'est une démarche qui peut prendre plus de 6 mois au total, et notamment l'analyse en double matérialité est une partie importante qui nécessite beaucoup de sollicitations de différents contributeurs en interne. On organise en général 7 ou 8 ateliers pour couvrir tous les besoins de cette analyse. Donc rien que cette partie-là pour présenter 2 à 3 mois par elle-même. Donc voilà, ne pas sous-estimer l'ampleur de cette démarche. Donc on a vu déjà un petit peu via la première présentation ce que représente le périmètre de reporting de la CSRD. Donc on a 12 normes qui doivent être documentées, 82 domaines de divulgation et 1144 points de données à renseigner. Donc, sur les 12 normes, on a 10 normes thématiques, dont une qui est considérée comme matérielle par nature, qui est l'ESRS E1. Donc, c'est celui qui me concerne aujourd'hui particulièrement, hein, et qui concerne le changement climatique, et qui est sans doute celui qui demande le plus d'efforts, puisque c'est également celui qui est parmi les plus techniques. Donc, hop, j'ai un affichage d'écran qui me permet, c'est un peu,
j'ai perdu mon écran. Voilà. Excusez-moi, petit problème technique. Donc, par rapport à... En fait, j'ai un problème qui fait que j'ai la moitié de mon écran qui est caché par le GoToWebinar. Je ne sais pas si c'est possible de résoudre ce problème-là. Vous voulez dire la barre Ouais. d'options, vous pouvez pas la... Je peux juste la déplacer, mais elle cache la moitié de mon écran. Ah, c'est bon. J'ai réussi à la casser. En mode fenêtre, en haut à droite. Excusez-moi, c'est bon, j'ai résolu mon problème technique. Donc, on va se focaliser sur le SRS E1 qui nous concerne aujourd'hui, hein, qui est le changement, le SRS thématique qui concerne le changement climatique. Et juste pour que vous preniez la notion de l'ampleur de l'effort de reporting que ça peut représenter, donc là, on est sur le SRS qui est le plus vaste en termes de nombre de points à documenter, donc de data points. Il y en a plus de 120 au total qui sont à la fois qualitatifs et quantitatifs, et notamment 144 points de données quantitatifs donc, à reporter. Sachant que toutes les thématiques, je les ai listées ici. Donc, parmi ces 144 points de données, il va falloir que soit documenté tout ce qui est politique pour l'atténuation du changement climatique, compatibilité avec les accords de Paris, également renseigner les objectifs d'atténuation, les trajectoires d'investissement bas carbone, les ressources associées pour permettre de réaliser ces trajectoires d'investissement. Également tout ce qui concerne le plan de réduction des consommations énergétiques. Donc, vous voyez que l'aspect énergétique est traité en parallèle de l'aspect carbone. Les émissions brutes de gaz à effet de serre sur les scopes 1, 2 et 3. Donc, ne pas oublier le scope 3, même s'il ne sera pas demandé obligatoirement la première année. Donc, vous aurez un an de sursis pour documenter ce scope 3 qui est généralement le plus complexe. Les stratégies de compensation ou de captage carbone, les stratégies de prix interne du carbone, donc toutes les stratégies achats ou les stratégies d'investissement qui peuvent être influencées par la mise en place d'un prix interne du carbone. Et également les stratégies climat et les plans de couverture des risques. Donc en ce qui concerne les plans de couverture des risques et l'évaluation financière de ces risques, il y a également un petit peu de sursis qui est accordé aux entreprises pour pouvoir documenter de manière précise ces éléments-là. Mais comme vous le voyez, le champ de reporting est quand même très vaste et demande pas mal de technicité derrière et demande d'avoir de toute façon réalisé son bilan carbone et également d'avoir travaillé sur une stratégie de décarbonation, pour avoir les idées claires sur ces objectifs de décarbonation, à quelle échéance et quelles ressources vous allez mettre pour pouvoir activer ces leviers de décarbonation. Ce qu'on constate aussi, nous, c'est que la CSRD, c'est un outil essentiel de publication des ambitions carbone, puisque tout le monde va être logé à la même enseigne et tout le monde va avoir les mêmes obligations de reporting sous les mêmes formats. Donc, il va être beaucoup plus aisé de comparer les stratégies de décarbonation d'une entreprise à une autre. Donc, c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu de publication derrière. Et avec un vrai avantage de pouvoir harmoniser le reporting et puis améliorer la qualité et la disponibilité des données. Donc, ce que je souhaitais également, c'est partager avec vous quelques exemples d'accompagnement sur ces thématiques de décarbonation qui, derrière, visent à alimenter ces reportings CSRD. Donc, je vais partager avec vous là 3 exemples avec différents acteurs qui ont des problématiques différentes, mais toutes ont en focus essentiel le fait de publier des ambitions carbone. Donc, le premier client avec qui on a travaillé, c'est Biomérieux. Donc, Biomérieux est un acteur de la santé qui fabrique des dispositifs de diagnostic médicaux. Donc, Biomérieux est une entreprise
international, hein, qui a des implantations en Europe et hors Europe, et qui a également publié via SBTi, hein, qui est donc l'organisme dont Stéphane et Olivier ont parlé précédemment, une cible de décarbonation à moins 67%, donc une trajectoire d'atténuation à l'échelle de moins 67% sur un périmètre de l'Europe. Et toujours dans le but d'une amélioration continue et de pouvoir communiquer sur ce qu'ils font et sur leurs ambitions, bioMérieux nous a impliqués pour évaluer si il était possible de faire mieux que cette cible publiée déjà dans SBTi à moins 67%, et notamment à l'échelle de l'Europe. Et mettre en place tous les leviers qui étaient possibles de mettre en place pour atteindre ces objectifs dès 2030. Donc vraiment une volonté de faire encore mieux que ce qu'ils avaient déjà précédemment dans leur plan stratégique. Donc on a aidé bioMérieux dans cette réflexion-là, et notamment via des études de décarbonation sur le terrain, c'est-à-dire qu'on est allé sur tous leurs sites industriels en Europe pour évaluer les leviers de décarbonation supplémentaires qu'on pouvait mettre sur leurs installations industrielles. Donc on a vraiment fait une étude très large sur les équipements énergétiques, notamment la possibilité de mettre en place des pompes à chaleur, la possibilité d'utiliser d'autres vecteurs de chaleur, de remplacer le gaz, de voir les potentiels d'électrification. Également, d'autres vecteurs, bien sûr, ont été étudiés, comme la biomasse, comme la géothermie. Le but étant de compléter un plan d'action qui était déjà bien fourni au niveau de bioMérieux, mais qui présentait l'ambition de faire encore plus. Donc, on les a aidés à compléter ce plan d'action et à renforcer leurs ambitions pour passer sur un effet de décarbonation qui était encore plus important que ce qu'ils avaient mis en place. Et également, on les a aidés à réfléchir sur des leviers qui leur permettaient également de décarboner après 2030, puisque, bon, vous le savez certainement, l'objectif de décarbonation ne s'arrête pas à 2030 et on a un autre jalon qui est 2050 hein, pour atteindre au niveau industriel, la stratégie nationale bas carbone fixe comme objectif moins 81% par rapport à 2015. Donc ça nécessite également de penser à certains leviers qui ne sont pas forcément encore très matures aujourd'hui, mais qui pourraient être mis en place à moyen terme, disons. Et avec bioMérieux, on a réfléchi à la possibilité de mettre en place des pompes à chaleur très haute température pour leurs besoins de chaleur, qui sont un peu spécifiques dans le domaine de la santé, puisqu'on atteint des températures de 120-130 degrés. Et donc qui nécessite bien sûr d'affiner un petit peu la mise en place de ces systèmes assez complexes de pompes à chaleur. Également, on les a aidés à… 3 minutes, s'il vous plaît. Oui. Merci. Également, on les a aidés à réfléchir à une stratégie d'approvisionnement vert pour compléter. Donc ça, c'est un des exemples. Un autre acteur, Fibre Excellence, donc là qui est un acteur de la pâte à papier, également une ambition de décarboner et de publier ses ambitions carbone. Donc là, Fibre Excellence est un acteur de la bioéconomie, hein, c'est-à-dire qu'ils utilisent les ressources du bois. Et là, l'ambition était de décarboner à 100% leurs activités industrielles, également de bâtir une stratégie sur le scope 3, et puis de voir comment ils pouvaient valoriser les émissions biogéniques, puisque leurs émissions sont essentiellement biogéniques, je vais dire à 90%, ils émettent du carbone biogénique. Donc, les leviers qui se sont présentés concernaient la substitution du fioul et du gaz par de la biomasse. Donc, on les a aidés à mettre en place ces leviers-là. Également, on les aide à adresser le scope 3 sur des leviers de transport et de voir comment, au niveau de la chaîne de valeur, il est possible de réduire les émissions.
Et on les aide également à réfléchir sur tout ce qui est captage et stockage par carbone, qui est un des items à renseigner dans la CSRD. Donc, comment se doter d'une stratégie sur ce plan-là également. Et troisième exemple, donc, qui est un acteur du tertiaire, Club Med, également, qui avait l'enjeu de bâtir une stratégie de décarbonation et également une stratégie d'adaptation climatique. Donc ça, c'est un autre thème de la CSRD. Donc là, on les a aidés pour réduire les émissions Scope 1, Scope 2, sur le plan d'évaluation des risques climatiques et puis également sur les outils de pilotage pour automatiser les mises à jour. Les outils de pilotage, c'est un vrai enjeu, on l'a dit, que la CSRD nécessitait d'être mise à jour tous les ans. Donc, automatiser le plus possible sa vision sur les bilans carbone et les trajectoires de décarbonation, ça peut être possible via des outils voilà, sur lesquels nous, on aide nos clients à mettre en place. Merci. Donc, en conclusion, la CSRD, c'est un outil essentiel de publication des ambitions carbone et qui permet de renforcer la qualité des données, d'harmoniser les termes abordés, puis d'harmoniser les indicateurs. Et bien sûr, comme je le disais, il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire à bâtir tout ce socle qui va être très utile après pour piloter ces progrès sur la décarbonation. Voilà, désolée, j'ai dépassé un petit peu. Merci Sophie. On est dans le créneau horaire en faisant sauter les questions malheureusement parce que si on veut tenir le timing, on va pas y arriver en prenant d'autres questions. Je pense que les questions éventuelles, on les reportera en fin de session pour si le temps est disponible, mais ce que je voudrais pas trop décaler les intervenants de chacun. Donc, Marc, si tu peux bien noter ces questions, le cas échéant, et qu'on y revienne un petit peu plus tard, en espérant qu'on ait un petit peu de temps pour le faire. On va accueillir dans la salle Marion Ardiette, qui va nous parler du point de vue du secteur bancaire, puisque toutes ces actions de décarbonation sont intimement liées avec des problématiques de financement, et les banques elles-mêmes doivent rendre des comptes de ce point de vue-là. Donc, il est utile et important, je pense, d'avoir cette perception-là, cette compréhension-là, parce que l'interdépendance entre le monde de l'entreprise, de l'industrie et de la finance, et évidemment, le lien est très étroit et il faut absolument qu'on regarde ces deux aspects du bout de la lorgnette. Donc, Marion, à vous de jouer, on est parti. Merci de respecter le timing. On ne vous entend pas. Vous m'entendez bien? C'est bon, c'est bon. C'est bon. Alors, effectivement, on a pu passer là à la fois les enjeux de la CSRD et ce qu'elles impliquaient dans les entreprises. Là, l'idée de cette intervention, c'était de vous donner le point de vue bancaire et peut-être le lien qu'on pouvait faire entre les deux. Donc, juste d'abord, quelques mots pour me présenter. Donc, moi, je travaille au sein d'Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, qui est une filiale du Crédit Mutuel Arkea, qui s'adresse, comme son nom l'indique, aux entreprises et aux institutionnels à travers l'ensemble de la France. Et qui est implanté dans l'ensemble de la France sur 3 marchés, les entreprises, qui font plus de 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc essentiellement des ETI, les institutionnels, donc on entend par là les bailleurs sociaux, les collectivités locales, les infrastructures, les établissements de santé et les professions de l'immobilier. Arkea Banque Entreprise fait partie d'un groupe, donc Crédit Mutuel Arkea, qui est passé entreprise à mission depuis 2022 et qui s'est donné pour objectif d'accompagner notamment la transition environnementale de ses clients. Et à ce titre-là, il a été investi au sein d'Arkea Banque Entreprise une équipe de spécialistes dédiés à ces sujets-là pour accompagner à la fois nos clients et nos équipes commerciales, et dont je fais partie. Donc, c'est à ce titre-là que je m'exprime aujourd'hui.
Donc, quels sont les enjeux bancaires liés à ce nouveau contexte réglementaire? Donc, on l'a vu, je ne vais pas vous le redonner, hein, que ces éléments-là sont issus de la COP21 et du pacte vert qui a été décidé en Europe en 2019, avec trois grands objectifs vis-à-vis des établissements financiers. Le premier, c'est de réorienter le flux de capitaux vers les investissements durables ou les entreprises durables pour parvenir à une croissance durable et inclusive. Le deuxième objectif, c'est d'intégrer systématiquement la durabilité dans la gestion des risques. Donc, on entend bien par là que pour qu'on puisse financer cette transition verte, il faut s'assurer que les établissements financiers seront bien assez solides pour ça et auront bien intégré les sujets de durabilité dans leur gestion des risques. Et enfin, pour pouvoir effectivement réaliser cette réorientation des flux de capitaux, il faut arriver à caractériser ce que sont des investissements durables ou ce que sont des activités durables. Et donc, du coup, il faut pouvoir favoriser et renforcer la transparence des différents acteurs économiques autour de ces sujets, puisque actuellement, même si beaucoup de choses se font, l'ensemble des données est plutôt issu de nombreux référentiels qui foisonnent, de labels qui se multiplient et qui ne donnent pas forcément une vision identique pour chacun des acteurs et qui rendent difficile la caractérisation et la comparabilité des acteurs les uns avec les autres. Donc, pour répondre à ces trois objectifs, plusieurs textes ont pu être définis au niveau européen pour pouvoir justement on va dire, organiser un petit peu tout ça. Donc, il y a un texte qui s'adresse également aux entreprises, dont on n'a pas encore parlé ce matin, mais qui s'appelle la taxonomie et qui a vraiment pour objectif de définir ce que peut être une activité durable. On a ensuite ce qu'on appelle les guidelines de l'EBA. Alors ça, pour en dire un mot, il faut bien comprendre que les établissements bancaires au niveau mondial sont supervisés par une réglementation qui est issue du comité de Bâle et que cette réglementation impose un certain nombre de règles aux banques qui, en Europe, sont administrées et supervisées par l'EBA, c'est-à-dire l'Agence européenne bancaire. L'autorité bancaire européenne, pardon. Et donc, à ce niveau-là, depuis pas très longtemps, depuis 2021, l'EBA demande aux banques, en plus de ce qu'elles faisaient jusqu'à présent, c'est-à-dire en plus d'avoir une certaine allocation de fonds propres vis-à-vis des crédits qu'elles proposent, en plus d'avoir une transparence sur la façon dont elles gèrent en interne les différents risques, elles doivent dorénavant, depuis 2021, intégrer en fait dans l'ensemble de leur process le sujet de la durabilité. C'est-à-dire être en capacité de prendre en compte ces sujets et notamment les sujets liés au changement climatique dans leur appréhension des risques et faire en sorte de modifier leur modèle d'affaires pour pouvoir justement avoir un impact sur l'atténuation du changement climatique et pouvoir avoir un levier par rapport aux différentes activités qu'elles financent. Donc ça, c'est un texte qui commence à se mettre en place depuis 2022 et qui suppose que les banques soient en capacité de collecter des informations sur les différents risques de leurs clients. Et le dernier texte dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle donc la SFDR, qui s'adresse essentiellement aux sociétés qui vont faire de l'investissement et qui là aussi renforce de manière très importante les obligations de transparence et qui a amené la plupart des établissements qui font aujourd'hui de l'investissement en haut de bilan à rentrer vraiment dans le détail de ce que peuvent faire leur participation en matière de durabilité. Donc là aussi, c'est en place depuis quelques années maintenant. Et enfin, donc on va retrouver, pour pouvoir remplir tous ces objectifs, une réglementation à destination des entreprises que vous connaissez. Alors j'aurais pu aussi rajouter la CSRD pour les établissements financiers puisqu'ils n'en sont pas du tout exclus.
Donc, ça signifie 2 enjeux majeurs pour les établissements financiers. Un premier, être en capacité de collecter de la donnée pour savoir exactement où en sont leurs clients. Et le deuxième, c'est d'être en capacité d'adapter le modèle d'affaires pour pouvoir avoir un impact sur justement ces différents enjeux de durabilité. Alors, l'adaptation du modèle d'affaires, elle passe par 3 éléments. Le premier, c'est de modifier la politique d'octroi de crédit. Et ça, il faut quand même vraiment l'avoir en tête, que dorénavant et de plus en plus, l'ensemble des éléments qu'on appelait jusque-là extra-financiers des entreprises sont regardés au moment de l'octroi de crédit et sont pris en compte dans le cadre du process d'octroi. Alors, pas pour faire un coup près, c'est ce qui fait parfois un peu peur aux entreprises, mais plutôt pour adapter à la fois le niveau des sûretés et la tarification au niveau de risque qui est considéré, partant du principe qu'une entreprise qui va être exposée à un risque climatique ou qui n'aura pas pris en compte un certain nombre de sujets sera peut-être plus risquée qu'une autre entreprise qui aura pris en main ces différents sujets et mis en place un certain nombre d'actions. La deuxième possibilité d'adapter le modèle d'affaires, c'est de faire évoluer l'offre. Et du coup, c'est de pouvoir intégrer en fait dans les offres de financement des éléments qui permettent de venir valoriser les différentes actions qui ont pu être mis dans l'entreprise. Ça, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis, on voit arriver, au-delà de l'adaptation de l'offre actuelle, de nouveaux services, notamment d'accompagnement, qui viennent aider les entreprises à mesurer là où elles en sont et à progresser sur ces différents sujets. Alors, on voit bien que pour faire tout ça, il y a un élément dont on a déjà beaucoup parlé ce matin, mais qui va devenir qui est vraiment l'enjeu central aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la donnée ESG. C'est à ce sujet-là que souhaite répondre la CSRD. Je vais pas revenir dessus. Mais la conséquence, c'est qu'on va avoir des relations entre les banques et les entreprises qui se transforment, puisqu'en fait, jusqu'à présent, le banquier avait pour habitude de venir échanger avec son client sur les éléments financiers de l'entreprise, sur les éléments économiques de l'entreprise, mais aujourd'hui, il va venir échanger aussi sur les éléments de durabilité, ce qui implique que l'entreprise soit en capacité de pouvoir répondre à un certain nombre de questions. Alors, ça prend la forme d'entretiens spécifiques aujourd'hui avec des spécialistes de part et d'autre, puisque les DAF, enfin les directions financières dans les entreprises ou les banquiers traditionnels de l'autre avaient peu l'habitude jusque-là d'aborder ces sujets. Donc, de part et d'autre, ils se font accompagner du responsable RSE souvent dans l'entreprise et du spécialiste RSE au niveau des banques. Voilà. Et donc, du coup, une fois que ce dialogue sur ces sujets est mis en place, ce qui intervient, c'est de pouvoir accompagner justement les transitions avec des nouveaux outils. Et donc, pour pouvoir vous redonner un petit peu comment concrètement ça peut s'organiser dans une banque comme Arkéa Banque Entreprise et Institutionnelle, nous, à notre niveau, on a défini du coup une stratégie à horizon fin 2024, donc pour les années 2022, 2023, 2024, en définissant les transitions que nous souhaitions financer prioritairement, dont notamment la transition énergétique et climatique, avec 3 leviers pour pouvoir assurer cette transformation. Une proposition de valeur enrichie avec donc du coup de nouvelles offres, je vous en présenterai la logique après, des critères de performance, et là on va effectivement retrouver ce que je disais à l'instant, c'est de pouvoir avoir 100% des décisions d'octroi de crédit qui intègrent un filtre ESG dans les politiques d'octroi des financements, 100% de nos collaborateurs formés et 50% des financements et 50% de l'épargne collectée qui sont effectivement fléchés, c'est ce qu'on disait à l'instant, sur des projets durables ou des structures qui sont engagées dans des trajectoires. Alors, comment on fait ça concrètement? On va mettre en place ce qu'on appelle des outils de financement durable qui prennent un peu avec 2 philosophies différentes. Une première philosophie qui est ce qu'on appelle les prêts verts et sociaux, où la logique, c'est de financer un projet qui est durable. Donc, le banquier va demander à son client, est-ce que votre projet est durable? Comment je peux le caractériser
sécurisé. Ou alors, on va venir regarder ce que fait l'emprunteur, est-ce que l'emprunteur est engagé dans une démarche de transition, et à ce titre-là, on va demander à l'emprunteur de venir répondre sur un certain nombre d'indicateurs de performance, dont notamment, par exemple, sa comptabilité carbone et ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Donc, pour vous donner quelques exemples, donc là, pour ce qui est du prêt vert, c'est-à-dire est-ce que le projet est vertueux, on a pu financer dans le cadre d'un prêt que nous, on nomme Impulse, hein, qui va venir bonifier le taux parce que le projet est vertueux, le financement de 4 unités de cogénération pour la Française de l'énergie. Donc, pour ce projet-là qui était clairement fléché vertueux sur le plan environnemental, le taux a pu être bonifié. Et on a défini comme ça 42 catégories de projets qui peuvent bénéficier de conditions favorables parce qu'ils répondent à des enjeux sociaux ou environnementaux prédéfinis. Le deuxième possibilité d'action, c'est ce que je disais, donc les prêts à impact, de venir valoriser la trajectoire de l'entreprise. Donc là, l'exemple, c'est par exemple le pacte carbone qu'on a pu mettre en place avec la coopérative Vivadour. L'idée, c'est d'avoir effectivement d'accompagner la mise en place de la comptabilité carbone et de la réduction des gaz à effet de serre dans l'entreprise. Et ça passe par la mise en place d'un bilan carbone en année 0, en année 2 et en année 3. On mesure l'intensité carbone de l'entreprise et si l'intensité diminue, à ce moment-là, le taux du prêt peut également bénéficier de bonifications potentielles. Et enfin, donc, dans les derniers outils qui peuvent être utilisés, on a ce qu'on appelle les SLL ou Sustainability Linked Loan, hein, qui s'adressent plutôt à des grandes entreprises qui se financent via un contrat unique qui réunit l'ensemble de leur pool bancaire. Et là, on va avoir même un système de bonus-malus qui se met en place sur la base d'indicateurs là aussi environnementaux ou sociaux qui sont prédéfinis au moment de la mise en place du contrat de crédit ou dans un délai de quelques mois par la suite. Et donc, chaque année, l'entreprise va venir tester l'atteinte de ces critères. Et si les critères sont atteints, elle bénéficie d'une bonification de son prêt. Si au contraire, les critères ne sont pas atteints, elle va avoir un malus sur le taux du prêt. Ce qui fait qu'il y a quand même un enjeu, y compris pour les grands donneurs d'ordre, qui n'est pas lié juste à la mise en place de la CSRD, mais qui peut avoir des répercussions par rapport aux modalités de financement qui ont été mises en place et qui, là aussi, incite à un certain nombre d'actions, y compris dans la chaîne de valeur pour des entreprises qui ne sont pas directement éligibles à tous ces textes. Voilà. Et enfin, je le disais tout à l'heure, ces éléments au niveau bancaire ne sont pas uniquement au niveau des financements ou de l'épargne, mais peuvent aussi prendre la forme de nouveaux dispositifs d'accompagnement, avec 2 exemples là qu'on peut vous proposer. Un premier moment d'accompagnement pour évaluer là où les entreprises en sont en matière de maturité RSE, où on fait un point sur leur démarche et on peut commencer à leur monter les premières étapes à franchir pour pouvoir aller plus loin et se mettre en conformité avec les textes. Et puis, un autre exemple un peu original qui est une proposition d'échange d'expérience où on propose à nos clients de venir animer chez eux des ateliers autour de l'inclusion, de la mixité pour travailler sur des termes, plutôt des thématiques RH qui sont parfois un peu plus complexes à mettre en place et avec, alors que nous, on a pu mettre en place des choses assez voilà, rodées, on va dire, au niveau de l'entreprise. Et donc, on propose d'être plutôt dans une logique là de coopération avec nos clients. Voilà, et j'en ai terminé. Eh bien, merci beaucoup Marion, parfait timing. Je ne sais pas si Marc, tu as collecté quelques questions là en l'occurrence pour Marion. Écoute, pour l'instant, j'irai, il n'y a pas de questions. Moi, j'ai une question pour Marion. Est-ce qu'Arkea porte elle-même dans son entité des fonds d'investissement qui sont susceptibles de financer les entreprises industrielles? Et auquel cas, comment est-ce que ça s'inscrit dans leur fonctionnement, ou est-ce que vous avez des partenariats spécifiques avec des fonds d'investissement et finalement qui remplissent les objectifs qui convergent vers les vôtres, quoi, finalement?
Alors, au sein du Crédit Mutuel Arkea, il y a un pôle qui est dédié au financement des entreprises et des institutionnels qui comprend plusieurs filiales, dont 2 principales. La première, effectivement, qui est Arkea Banque, entreprise institutionnelle, qui a des activités bancaires, et la seconde qui s'appelle Arkea Capital, et qui du coup va avoir cette activité d'investissement, soit en direct dans les entreprises, soit au niveau de d'autres fonds d'investissement. Et effectivement, comme je le disais, du fait notamment de la mise en place de la SFDR, les activités de capital investissement sont devenues très exigeantes en matière de collecte de données ESG et même d'accompagnement de leur participation dans la mise en place de ce qu'on appelle des business plans à impact, c'est-à-dire qu'on vient faire un premier audit au démarrage de la relation. Hein. Même on fait aujourd'hui même des due deals ESG au moment de la mise en place de la prise de participation en tant que telle. Et puis l'entreprise est ensuite accompagnée progressivement dans le cadre des travaux que le board peut mener pour déployer son projet d'impact. Tout à fait. Puisque voilà, la sortie en fait de l'investisseur sera aussi conditionnée par la réussite de ce BP, puisqu'il est créateur de valeur au niveau de l'entreprise qui est financée. Ouais. Alors, on sort un peu du champ technique, mais pour avoir échangé pas mal au sein de l'association dirigeants responsables, par exemple, les avocats sont très concernés aujourd'hui par l'évolution juridique associée à la prise en compte, on va dire, de ces nouveaux critères qu'on les évoqués dans les due deals, etc., et qui demain feront les litiges futurs à venir, quoi. Bon, inévitablement, parce que il y a toujours les litiges ou la valeur, hein, Petite c'est pas question. forcément négatif, mais effectivement, les fonds d'investissement doivent justifier auprès de leurs propres investisseurs de la bonne allocation des fonds. Et aujourd'hui, une entreprise qui se finance en haut de bilan a peut-être encore même plus de nécessité de pouvoir être transparente sur ces sujets-là que les activités qui sont uniquement financées par la banque, mais ça arrive de toute façon. Parfait, merci beaucoup. Marc, est-ce que l'inspiration est venue à certains pendant l'intervalle? Pas pour l'instant, je ne vois pas de question. Par contre, j'en ai une, moi, sur les critères d'éco-conditionnalité d'accès au crédit. Est-ce que c'est les mêmes pour tous les établissements de crédit? Comment se placent un petit peu les concurrents d'Arkea sur ces sujets? Est-ce que vous convergez un peu vers tous les mêmes démarches ou y a-t-il vraiment des choses qui sont différentes entre les établissements? Alors, je pense que ce que je disais, c'est qu'il n'y a pas d'effet couperet, c'est-à-dire qu'il n'y a pas j'atteins le critère que ma banque m'a demandé, j'ai le crédit, je ne l'atteins pas, je ne l'ai pas. Le processus d'octroi de crédit au niveau bancaire, et je ne pense pas dire de bêtises en disant que mes concurrents fonctionnent de la même façon, c'est l'octroi de crédit se fait notamment pour les entreprises dans le cadre d'un comité de crédit qui se positionne au cas par cas en faisant une analyse multifactorielle de l'entreprise, donc qui va prendre en compte ses éléments financiers, ses éléments économiques, son positionnement sur le marché, sa proposition de valeur, etc. Et puis, dorénavant aussi, les éléments liés aux sujets environnementaux et sociaux. Donc, est-ce qu'on a tous les mêmes critères? Pas forcément aujourd'hui, c'est pas harmonisé, ça va se faire progressivement dans le cadre de la mise en œuvre de la CSRD, mais je pense qu'on aura toujours, quoi qu'il arrive, une position des établissements qui se fera au cas par cas dans l'analyse individuelle de chaque dossier. Eh bien, merci beaucoup Marion pour toutes ces précisions. Je propose qu'on enchaîne avec la dernière intervention qui est Arnaud Banquetel, donc le secrétaire général du groupe Pigeon. Encore une fois, on aura toujours, je pense, la faculté à la fin de ces présentations de reprendre un certain nombre de questions qui n'ont pas été évoquées ou qui vous viennent après coup. Donc, si l'inspiration concernant la banque vous vient après coup, n'hésitez pas, Marion sera toujours parmi nous pour y répondre tout à l'heure. Voilà, donc Arnaud, vous êtes connecté, c'est bon? On ne vous entend pas et je ne vous vois pas non plus. Je vois vos slides.
Ah, ça y est, votre vidéo est en route et on vous entend. Et vous voyez mes slides? Oui, tout est OK, à vous d'y aller. Merci. Je ne vous entends plus là. Ah mince. Allô? Ah, ça y est, on vous entend là. On vous voit, on vous entend, on voit vos slides. Eh bien, c'est parfait. Oui, donc, Arnaud Banquetel, moi je suis secrétaire général du groupe Pigeon. Donc, nous sommes un acteur du BTP, un acteur global de l'aménagement du territoire. On est présent sur le Grand Ouest à travers un peu plus de 40 sociétés et on œuvre dans l'aménagement du territoire à travers 3 métiers principaux que sont les carrières, les travaux publics et l'industrie du béton. On fait à peu près 450 millions de chiffre d'affaires et on a à peu près 2000 collaborateurs. Moi, je vais essayer de vous apporter notre éclairage dans le prolongement des propos de Marion sur le témoignage opérationnel du groupe Pigeon, sur sa perception des enjeux de décarbonation au regard du sujet bancaire. Le premier point qu'on peut évoquer, c'est le fait que la décarbonation, c'est un enjeu stratégique. Alors, c'est un enjeu stratégique pour le groupe Pigeon, lié à son positionnement et à sa raison d'être. On est un groupe familial au service de l'intelligence des territoires. Et à ce titre-là, on porte l'ambition de travailler avec toutes les parties prenantes d'un territoire pour aménager ce dernier de manière durable, responsable et performante, et notamment en créant des produits et des solutions à faible impact environnemental. Ça, c'est effectivement quelque chose qui a émergé suite à l'élaboration de notre dernier plan stratégique, puisqu'on a identifié un certain nombre d'enjeux extrêmement croissants sur les sujets d'aménagement du territoire. Bon, les sujets, on les connaît un petit peu tous, hein, de dérèglement climatique, de problématiques de ressources en eau, d'îlots de chaleur urbains, de zéro artificialisation nette des sols, de désimperméabilisation, etc. etc. Donc, on se devait, nous, en tant que partie prenante du développement des territoires, d'adresser une réponse extrêmement concrète et d'accompagner la transition environnementale des territoires. Donc, notre réponse à ces enjeux-là, ça a été un plan stratégique avec une démarche RSE associée qui est venue se fondre littéralement dans notre plan stratégique, notre feuille de route RSE et notre plan stratégique, ne faisant qu'un en définitive. Ces enjeux, ce sont aussi pour nous en fait des conditions d'accès au marché. On voit bien l'émergence croissante de clauses de performance extra-financière dans des appels d'offres. La démarche ne fait que de se développer au fil des années. Dans un certain nombre de marchés publics, on voit bien aujourd'hui que l'acheteur public s'efforce de mettre des indicateurs de performance extra-financière dans les appels d'offres. Et on peut penser effectivement que demain ou après-demain, l'attributaire du marché sera jugé à l'aune de la performance extra-financière du chantier qu'il réalisera et notamment de l'impact carbone du chantier qu'il va réaliser versus effectivement le seul prix. Donc, on voit bien qu'il y a des choses qui émergent. C'est encore naissant, ça a besoin d'être probablement mieux formalisé, mieux intégré, mieux maîtrisé par les acheteurs publics. Et notamment, ça renvoie au sujet de savoir comment on élabore un bilan carbone, comment on le mesure, comment on le suit dans le temps, comment je peux le benchmarker entre les différents compétiteurs qui répondent à un marché. Mais c'est en tout cas pour nous, de toute façon, une condition d'accès au marché que de devoir proposer des solutions à faible impact environnemental pour demain. Et puis, on a aussi à faire face à une obligation réglementaire, notamment dans le milieu de la construction du bâtiment avec l'ARE 2020, qui impose en fait de nouveaux seuils pour les constructions. À titre d'exemple, on a 2 échéances temporelles importantes aux horizons 2028 et 2031, où on va devoir réduire très sensiblement l'impact carbone au mètre carré pour les logements. Là, j'ai mis un exemple de logement collectif. On doit réduire notre impact de 22% à l'horizon 2028 et 34%, ce qui effectivement nous impose, nous, constructeurs de matériaux,
de pouvoir mettre sur le marché, innover et développer des produits à faible impact environnemental et donc à faible impact carbone. Donc pour ce faire, on met en œuvre des dispositifs de R&D, de préservation de la ressource, de valorisation de coproduits pour pouvoir élaborer de nouvelles solutions constructives pour demain. À titre d'exemple et d'illustration, là, on s'apprête à sortir un nouveau bloc béton sur une base de technologie terre crue. Donc, on va venir proposer une solution complémentaire ou alternative au bloc béton, au parpaing traditionnel, avec une solution de terre crue dans laquelle on viendra couler un béton de terre crue. Donc voilà, c'est pour nous effectivement un enjeu majeur, un enjeu de pérennité de notre développement. Et qui dit pérennité de développement dit robustesse du modèle économique et donc une condition de plus en plus forte d'accès au financement, puisque pour rebondir effectivement sur les propos de Marion tout à l'heure, le monde autour de nous change, il faut être capable de s'adapter, de montrer que notre modèle économique d'aujourd'hui sera encore performant demain matin, ce qui va dans le sens de rassurer aussi les banquiers sur la capacité de notre groupe de faire face à l'ensemble de ces enjeux financiers pour demain. Donc on voit bien que c'est un enjeu pour les prêteurs et par conséquent c'est un enjeu pour nous en termes d'accès au financement. Alors ça se matérialise, notre plan stratégique, ça se matérialise par un certain nombre d'axes et de piliers au niveau de notre politique RSE, mais parmi lesquels on a deux piliers majeurs que sont la réduction de l'impact de nos activités sur l'environnement. Et parmi en fait ces enjeux-là figure notamment la nécessité pour nous de réduire l'empreinte carbone de nos activités, donc un véritable sujet de décarbonation. Et puis le sous-jacent, ou en tout cas ce qui est étroitement lié, c'est la maîtrise et la réduction, la maîtrise et l'optimisation de notre performance énergétique. Donc on a deux leviers là sur lesquels effectivement on a des politiques et un certain nombre de groupes de travail qui œuvrent au quotidien pour travailler sur ces sujets-là. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est effectivement la sollicitation croissante de nos partenaires financiers sur les enjeux ESG. Je rebondis effectivement là aussi sur les propos de Marion tout à l'heure. Ce qu'on perçoit depuis un an ou deux, c'est une forte accélération de la demande de l'ensemble de nos partenaires financiers sur ces enjeux de RSE, CSRD, avec une demande croissante d'informations et d'éléments de reporting extra-financier. Donc, l'ensemble de nos partenaires financiers réunis au sein d'un pool bancaire, effectivement, nous interrogent assez régulièrement ou nous ont interrogés sur notre politique RSE, sur notre stratégie climat, la trajectoire carbone et notre rapport RSE. Le rapport RSE, c'est devenu, je dirais, quelque part un incontournable pour les comités de crédit. Donc, c'est un élément, effectivement, qui s'intègre dans le cadre de l'ensemble de ce reporting bancaire. Et puis, on a de plus en plus d'échanges, alors plus ou moins informels, effectivement, avec l'ensemble de nos partenaires financiers. Donc, soit dans le cadre de relations bilatérales, dans lesquelles on a des échanges avec alors, soit nos chargés d'affaires traditionnels, soit les experts ESG de nos partenaires financiers, pour effectivement qu'on leur transmette des informations sur notre niveau de maturité sur ces sujets-là, sur nos plans d'action RSE, où est-ce qu'on en est sur telle et telle thématique. Alors, ça peut se faire dans le cadre d'échanges informels, ça peut se faire dans le cadre de questionnaires RSE qui servent de support, je dirais, à la discussion, à l'échange. Et puis, depuis quelques mois, depuis une petite année, on est extrêmement sollicité par l'ensemble de nos banques partenaires pour voir comment on avance et comment on adresse le sujet de la CSRD. Troisième élément, sur le sujet des financements à impact et des clauses ESG. Alors, on a, nous, dans le groupe Pigeon, un sujet comme toute entreprise sur cette thématique-là. On peut dire notamment deux choses. Dans le cadre des financements de nos CAPEX, donc de nos investissements,
on a mis en place donc un financement structuré avec un pool bancaire constitué d'un certain nombre de partenaires financiers. Et lorsqu'on a mis en place ce financement structuré et donc l'allocation de ressources pour les 5 années à venir pour réaliser notre plan d'investissement, en fait, on nous a demandé de bien identifier l'ensemble des CAPEX qui étaient relatifs à la transition environnementale et globalement au sujet de la croissance verte et du développement à ce niveau-là. Donc, on avait forcément fait cet exercice puisque cette transition environnementale était un des aspects importants de notre plan stratégique. Et ça me semblait effectivement assez intéressant d'illustrer les propos de Marion à travers cet exemple-là. Et puis le deuxième sujet, c'est qu'on voit bien l'appétence du monde bancaire au sens large pour accompagner les sujets de croissance verte, de production d'énergie renouvelable, de l'ensemble de ces sujets de développement durable. Et pour ce qui est du groupe Pigeon, on commence à regarder la manière dont on peut valoriser le patrimoine foncier du groupe à travers la production d'énergie renouvelable. Pourquoi? Parce qu'on dispose d'un patrimoine foncier important à travers notamment un certain nombre de sites de carrière en exploitation ou qui ne sont plus en exploitation. Et donc aujourd'hui, effectivement, on sent qu'il y a une appétence assez forte des partenaires financiers pour pouvoir nous accompagner dans ces projets-là, alors à travers deux niveaux, soit du financement, mais aussi en nous apportant en fait l'expertise technique de l'ensemble de leurs cellules projets, qui travaillent sur ce type de thématique. Et puis le dernier élément que je voulais aborder pour illustrer aussi un petit peu ce qui a été dit précédemment au niveau des clauses ESG. Donc comme je l'indiquais tout à l'heure, on a mis en place au niveau du groupe Pigeon un financement structuré à travers ou avec un certain nombre de partenaires bancaires. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. J'ai perdu. On vous entend bien, on a juste perdu le visuel là. Ah, ça y est, oui, voilà. pardon, excusez-moi, j'ai pensé avoir une coupure réseau. Effectivement, dans le cadre du financement structuré mis en place avec nos partenaires financiers, on avait prévu une clause ESG qui prévoyait, en cas d'activation, la bonification de conditions financières sous réserve d'atteinte d'un certain nombre d'objectifs négociés avec le pool bancaire. Donc c'est un bel exemple et une belle illustration de ce que vient de dire Marion précédemment. Parmi ces indicateurs ESG, un émergeait et semblait assez incontournable, c'est le bilan carbone. Alors on nous demandait effectivement de se fixer des objectifs par rapport à cet indicateur de bilan carbone et une trajectoire dans le temps. Ce qui nécessitait pour nous, d'une part, de réaliser ce bilan carbone sur toutes nos activités, d'être capable de se fixer une trajectoire de réduction et puis d'être capable de suivre annuellement, je dirais, ces résultats. Cette clause, aujourd'hui, en fait, on ne l'a pas encore activée pour la simple et bonne raison qu'on n'a pas encore finalisé l'ensemble du bilan carbone sur nos activités. Quand on parle de bilan carbone, là, on parle du bilan carbone sur les scopes 1, 2, 3. Donc, compte tenu de la multiplicité de nos sites, de nos activités, c'est quelque chose, effectivement, qui s'avère quelque peu complexe et assez long à réaliser. Aujourd'hui, on a commencé par réaliser les bilans carbone sur l'ensemble de nos activités industrielles et on a réalisé un peu plus d'une centaine de bilans carbone. Alors, ce bilan carbone, il a été opéré à la fois par l'une de nos filiales, le laboratoire CBTP, qui dispose au sein de son pôle environnement de spécialistes du calcul à impact, et puis par les équipes d'O2M qui nous ont accompagnés dans toute cette démarche. La difficulté étant non seulement de calculer le bilan carbone de chaque site, mais également d'être capable de parvenir à consolider correctement les résultats. On est dans un groupe en fait avec une intégration verticale, donc on a des carrières qui vendent des granulats par exemple à des centrales à béton. L'impact carbone du granulat, il faut le neutraliser pour ne pas le compter une fois au titre des carrières et une seconde fois au titre des centrales à béton. Donc il y a tout effectivement une méthodologie à mettre en œuvre pour permettre d'arriver à des résultats probants.
Et puis, ce bilan carbone, il est en cours pour toutes nos activités travaux. Et c'est un petit peu, effectivement, où là, on a été mis en difficulté par rapport à l'activation de cette clause ESG, puisqu'on fait à peu près 3000 chantiers par an. Chaque chantier est bien évidemment différent, comme vous pouvez bien l'imaginer. On utilise un nombre pléthorique de fournitures et on a un certain nombre de cas d'espèces et des chantiers complètement différents. Et donc, on n'avait pas la maturité au niveau de l'écosystème, et notamment de l'écosystème de nos fournisseurs, pour nous donner des indications suffisamment fiables sur le poids carbone des fournitures utilisées. Donc, on voit bien que, en fait, c'est tout un écosystème qui doit avancer, qui se met en place effectivement petit à petit pour faire en sorte d'arriver à produire des indicateurs de manière industrialisée et qui soient fiables, en fait. Donc, à ce jour, on est en train de finaliser ces bilans carbone. Ce bilan carbone va nous servir d'une part d'une valeur de référence à partir de laquelle on pourra commencer à travailler sur une trajectoire carbone. Et puis l'intérêt d'avoir fait ces bilans carbone société par société et site par site. J'ai encore perdu, je pense que vous m'entendez, vous ne me voyez peut-être pas, mais l'autre avantage effectivement, c'est d'avoir pu déterminer au niveau du bilan carbone de chaque site les priorités sur lesquelles il fallait agir en priorité. Donc, et notamment les impacts les plus importants. Alors, ça peut être des impacts énergétiques, ça peut être des impacts liés aux matières premières. Vous imaginez bien que lorsqu'on fabrique du béton prêt à l'emploi, on est quand même très, très impacté par l'impact du ciment. Lorsqu'on produit de l'enrobé, on est impacté par l'impact du bitume. Donc, ça permet en tout cas d'apporter des valeurs, de quantifier et derrière de travailler sur une méthodologie qui se veut la plus précise possible pour essayer de fiabiliser les objectifs en termes de trajectoire. Donc voilà ce que je pouvais vous dire et le témoignage que je pouvais vous apporter. En tout cas, nous, la CSRD, on considère que d'une part, c'est un sujet de direction générale. Deuxième élément, c'est un élément dans lequel on doit embarquer l'ensemble des équipes, et notamment les équipes de direction financière, puisqu'on a quand même des enjeux et des impacts de reporting extrêmement importants. Alors chez nous, sans avoir encore fait l'analyse de double matérialité, compte tenu de nos activités, on va être concerné par un certain nombre de sujets au-delà des impacts climat, on va être concerné par la biodiversité, la ressource en eau, etc. Donc c'est des sujets sur lesquels on a d'ores et déjà travaillé dans le cadre de notre plan stratégique. Mais aujourd'hui, effectivement, ça va nous permettre d'aller plus loin, de peut-être mieux formaliser les choses. Et en tout cas, on considère que nous, cette démarche CSRD, c'est la suite de notre démarche RSE. C'est une ambition probablement plus forte. Il y a effectivement un aspect un petit peu contraignant, mais je pense que la formalisation, notamment de l'analyse de double matérialité, doit nous apporter des éléments qui vont nous permettre d'identifier en tout cas les risques pesant sur nos activités et donc par là même mieux les anticiper et apporter des éléments de réponse. Et puis d'essayer de profiter de l'ensemble des opportunités qu'elle va générer, et notamment en termes de business. Donc, il y a deux manières de voir les choses. Soit on subit les événements, soit on essaie d'être proactif. Nous, on va essayer de prendre les choses de manière assez opérationnelle dans le prolongement de notre démarche RSE. En tout cas, c'est comme ça qu'on souhaite opérer au niveau du groupe Pigeon. Merci beaucoup, Arnaud. Très rapidement vous dire. Merci beaucoup, Arnaud, pour ce partage à la fois d'expérience et puis d'ambition très complet qui illustre bien, même si c'est un métier particulier, en tout cas une démarche, une vision un peu stratégique à l'échelle d'un groupe tel qu'une ETI familiale comme la vôtre. C'est très intéressant. Marc, est-ce que l'on a en stock quelques questions pour Arnaud? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de questions pour Arnaud. Moi, j'ai une question pour Arnaud. Il y a de nouvelles questions qui sont arrivées pour Marion. Alors, moi, j'ai une question en stock qui m'a fait évidemment au fil de la présentation, qui fait le lien avec l'intervention d'Arkea auparavant, de Marion. Quand on parle évidemment de CSRD, on focalise beaucoup là sur la décarbo, c'est normal ce matin, mais par rapport aux négociations, aux discussions que vous avez avec les banques, est-ce que vous vous apercevez que dans le champ global de la CSRD, ils font feu de tout bois ou ils focalisent plus sur certains aspects? Quels sont ceux qui ressortent le plus fortement?
Arnaud. En fait, tous les aspects de la CSRD sont à mon sens importants à la fois pour l'entreprise et pour les banques. Là, effectivement, ce matin, on a parlé de décarbonation, on a parlé d'impact environnemental, etc. Nous, notre politique à l'RSE, elle est basée sur un certain nombre d'autres piliers. Elle est basée effectivement sur le capital humain. On a tous dans nos organisations des collaborateurs et des collaboratrices. On a des enjeux importants à adresser sur ces problématiques-là. Nous, dans le groupe Pigeon, on a des sujets de transfert de compétences, on a des sujets pour attirer les talents, pour les fidéliser, pour monter en compétences, pour faire en sorte qu'aujourd'hui, les collaborateurs qui font un métier demain matin, dans le cadre de l'ensemble des transitions qu'on doit adresser, doivent muter ou développer d'autres compétences. On a l'IA qui va arriver, on a tous ces sujets-là. Donc, alors je parle effectivement sous le contrôle de Marion, mais moi je pense que, ou en tout cas la vision que j'en ai de la part de nos partenaires bancaires, c'est qu'ils ont un spectre, je dirais, relativement large. Il y a effectivement l'humain, il y a tout ce qui est inhérent à l'acceptation sociétale, au développement des territoires. Et je pense pas qu'ils soient simplement focusés sur les aspects purement environnementaux ou décarbonation. D'accord. Je prends l'exemple du groupe Pigeon. On a des sujets d'acceptabilité de nos activités pour le territoire. Ce n'est pas lié qu'à des sujets de décarbonation. Il faut qu'on soit aussi en mesure de réaliser, par exemple, des chantiers en milieu urbain, en maîtrisant l'ensemble des nuisances pour l'ensemble des parties prenantes. Donc, je pense que cette vision, c'est vraiment une vision à 360 degrés que nous, entreprises, nous devons d'avoir. Et puis, je pense que c'est également partagé par l'ensemble de la communauté bancaire et de nos partenaires financiers. Enfin, je laisse Marion compléter mes propos, mais je ne pense pas trop m'avancer en disant ça. Non, je pense qu'il y a effectivement en fait, le regard, comme je disais tout à l'heure, va être adapté. Pour vous donner juste au secteur d'activité notamment, nous, par exemple, quand on fait l'évaluation de la maturité ESG de nos clients, on a défini 13 secteurs d'activité différents et pour chacun de ces secteurs-là, on va avoir un focus un petit peu différent parce que on ne va pas regarder les choses de la même façon vis-à-vis d'une activité de service pur ou alors si on regarde une industrie agroalimentaire ou encore un bailleur social. Enfin, les enjeux sont très sectoriels et donc le regard porté est forcément adapté à chacun des secteurs. Pour autant, il y a certains sujets qui reviennent de manière quasi systématique pour tous. Effectivement, un peu comme la CSRD considère que l'enjeu, par exemple, au regard du changement climatique est matériel pour quasiment toutes les activités, nous, à notre niveau, je ne peux pas parler pour nos confrères, mais ça fait partie des éléments qu'on regarde de manière un peu systématique pour tous les sujets. Donc, l'organisation en tant que telle de la démarche RSE, qui la pilote, comment elle est prise en charge dans l'entreprise, ça fait partie un peu des incontournables, le climat et les éléments sociaux principaux. Et puis après, on adapte à chacun en regardant de plus en plus les relations avec les partenaires, les parties prenantes externes et la qualité des produits, etc. Mais après, c'est très, très adapté après. Et question connexe pour Arnaud, est-ce que ça conduit à aller plus loin que le simple bilan carbone dans certains cas, à aller faire des ACV pour avoir un scope justement complet des impacts et pas uniquement carbone climatique, quoi. Oui, effectivement, on parle du bilan carbone, de l'impact carbone de FDES. Effectivement, il faut raisonner, notamment dans le bâtiment, sur une ACV, notamment sur l'ACV dynamique. Pour vous donner un exemple, là, je vous parlais tout à l'heure du lancement produit qu'on est en train d'opérer de blocs en béton de terre crue. Sur cette techno-là, en fait, on est en train de raisonner sur l'ACV du bâtiment pour voir l'impact de notre produit dans le temps et d'essayer de quantifier le confort d'usage qu'il apporte en termes de déphasage thermique. Donc, pour faire simple, comment mon bâtiment va conserver la fraîcheur l'été
et inversement l'hiver, pour essayer de mesurer l'impact en termes de consommation énergétique et donc d'impact sur la facture énergétique pour l'usager. Donc effectivement, ça va bien au-delà de l'élaboration du bilan carbone, qui est globalement une vue qui reste assez macro, mais derrière, effectivement, on peut aller jusqu'au produit et de raisonner en dynamique en termes d'ACV, effectivement. Merci. Marc, est-ce qu'on a depuis lors une ou deux questions concernant nos derniers intervenants, ou sinon on arrivera à Sophie? Oui, tout à fait. Alors, juste une question donc, à Marion. Une question qui est posée, c'est comment est caractérisée la sobriété des modèles d'affaires qui figuraient dans les 4 transitions retenues par l'établissement. Oui, c'est assez pointu. Alors, je pourrais redonner un peu les éléments, mais il y a 16 sous-catégories, donc je vais faire grâce de répondre, mais on va retrouver des éléments relatifs à l'économie circulaire, on va retrouver des éléments relatifs à la maîtrise de la consommation des ressources, notamment d'eau en tant que telle ou d'intrants. On va retrouver des projets, donc là typiquement on est sur des projets de refit des process industriels pour s'assurer qu'ils vont être plus performants de ce point de vue-là. On va retrouver des projets qui sont liés à la maîtrise aussi de la production des déchets ou au recyclage des déchets. Voilà, c'est un petit peu toutes ces thématiques-là qui sont liées à la sobriété des modèles. Très bien, merci. Après, on avait quelques questions pour revenir à la séquence précédente, donc qui concernait, je dirais, Sophie. Oui. Sophie Germain. Je ne sais pas si Sophie va nous rejoindre. Oui. Alors, une question qui faisait rebond, je dirais, par rapport à la compensation carbone. Donc, il y a un de nos participants qui a noté que la compensation carbone était bien comptée. Donc, c'est bien cela, en fait. Alors, elle est prise en considération dans le cadre du reporting CSRD dans le SRS E1. C'est effectivement un élément stratégique, la compensation carbone, sur lequel il est nécessaire d'apporter des informations si l'entreprise s'est engagée dans une stratégie de compensation. Donc, ça fait partie des data points qu'on peut renseigner. Par contre, attention à ne pas confondre les émissions qui peuvent être, les puits carbone dans le cadre de la compensation ne sont pas décomptabilisés du bilan carbone. On reste sur des méthodologies bilan carbone, GHG protocole, qui sont classiques. Le thème de la compensation est traité séparément. Voilà. Mais ça fait partie des points de données qui sont effectivement à documenter dans le cadre de l'ESRS E1. Très bien. Et puis, une deuxième question, toujours un petit peu aussi pointue. Le 1 an de sursis pour le scope 3, on a précisé que c'était pour les sociétés nouvellement soumises. Est-ce qu'il y a un élargissement à celles qui étaient déjà soumises ou pas? Alors, le 1 an de sursis pour le scope 3 concerne certaines entreprises, pas toutes, hein. Donc celles qui sont de taille un peu plus modeste, moins de 750 salariés, donc ces entreprises-là peuvent bénéficier d'un sursis de 1 an pour reporter leurs émissions sur le scope 3. Ouais, c'est une disposition qui est assez facilement compréhensible, hein, parce que le scope 3 est aussi le plus complexe et il nécessite généralement beaucoup d'efforts d'analyse. Donc pour l'instant, il est vraisemblable que seuls les groupes qui sont structurés pour travailler sur ce sujet-là et qui ont déjà travaillé dans le cadre d'autres cadres de reporting, comme le DPEF par exemple, sont à même d'estimer ce qu'il est possible de faire sur ce scope 3. Voilà, et puis je tenais à souligner pour Sophie, il y a des remerciements pour la présentation et le partage des exemples de cas. Voilà. Avec plaisir.
J'ai noté une petite remarque aussi qui peut avoir son utilité, où il était indiqué dans les commentaires que le protocole GHG était en cours de révision, mais avec une sortie attendue en 2026. Donc d'ici là, je pense qu'il faut quand même partir sur l'existant et pas espérer que les choses se modifient ou s'améliorent considérablement. Je pense que le modèle, il est quand même un petit peu ancré pour quelques temps, quoi. Écoutez, merci beaucoup et merci Marc pour ton aide pour collecter toutes ces questions et animer ce volet-là qui est important pour échanger avec toutes les difficultés du webinaire qu'évidemment on ne peut pas vous prendre oralement les uns et les autres individuellement pour remonter vos propres questions. Je remercie tous les intervenants qui ont contribué et il y a eu pas mal de réunions en amont évidemment pour caler tout ça et avoir un scope aussi complet que possible. Je pense qu'il couvre quand même pas mal cette problématique, en tout cas orientée vers le sujet de la décarbonation. Donc n'hésitez pas à remettre vos petites caméras chacun les uns et les autres, voilà, pour saluer tous nos participants. Vous aurez donc accès, je vous l'ai dit, avec un email qui vous sera adressé à toutes les présentations en question, normalement en format PDF. Pour conclure également, donc les prochains événements qu'on organise, qui sont quand même en lien avec ce qu'on vient de se dire là, et notamment un colloque assez important d'une journée complète qui aura lieu le 3 octobre à Pontivy sur le thème de l'eau et de l'énergie, deux enjeux clés interdépendants et qu'on va faire exceptionnellement en association entre l'AT2E et l'ASTE, qui est l'équivalent de l'AT2E dans le domaine de l'eau. Et vous le savez, avec les impacts climatiques que l'on connaît, et notamment sur le territoire breton, parce que ça sera l'objectif, les incidences sont loin d'être négligeables et qu'il faut trouver aussi des réglages entre ces deux thématiques-là. Il ne faut pas que l'une, évidemment, évolue favorablement au détriment de l'autre, et la ressource en eau devient hyper stratégique pour beaucoup d'entreprises, parce que autant l'énergie peut coûter cher, on en trouve toujours au bout du tuyau. L'eau, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. Et là, ça devient un problème. Donc le 3 octobre à Pontivy, pour ceux que ça intéresse, vous serez normalement dans la boucle des invitations si vous avez donné vos coordonnées dans le cadre de cette participation. Et puis on prépare en fin d'année une thématique assez proche de celle d'aujourd'hui, qui sera un dîner-débat comme on le fait tous les ans, mais qu'on fera cette année probablement à Rennes en terre bretonne, et avec un retour d'expérience concernant la trajectoire de décarbonation à l'échelle du territoire breton qui est en cours d'élaboration et qui est une bonne illustration dans le cadre global d'interdépendance de toutes les dynamiques économiques qui existent sur un territoire, de comment on fait, avec quels moyens, comment est-ce que tout ça interagit, comment on se projette à un horizon lointain dans la construction de la société et de tout ce qui la compose. Donc, on est en train d'élaborer ça avec Marc. Merci pour ton aide. Et on vous tiendra au courant dès lors que ça sera fixé, sans doute autour de novembre ou décembre. Voilà, merci à tous. Un petit coucou et une bonne journée à tous et un bel été pour ceux qui prochainement partiront en vacances. Merci à tout le monde. Belle fin de journée. Merci. Merci beaucoup. Merci. Et très grand bravo à notre animateur et président. Merci à toi, Marc. Allez, merci à tous. Bonne journée.